Ouais. Eh bien, allons-y. Alors, donc, bonjour à tous et donc bienvenue sur ce webinaire qui va vous présenter comment produire les pièces à forte valeur ajoutée avec les textures du logiciel 4D Additive et les imprimantes 3D HP. Donc, je suis Jérôme Renard, business manager pour Core Technologies et je suis accompagné de Denis Amand. Bonjour Denis. Ouais. Bonjour Jérôme. Bonjour à tout le monde. Merci de votre présence. Donc Denis Amand, manager de la société Créos. Et j'accompagne Jérôme sur le webinaire de ce jour. Où on arrive avec une approche complémentaire. Jérôme sur la partie logicielle et nous, on va intervenir sur la partie machine et notamment sur les machines de production HP. Eh bien, donc on peut débuter. Alors, alors, pour vous présenter Core Technologies, donc on est une société d'édition de logiciels franco-allemande. Ça fait à peu près 20 ans qu'on est dans le domaine. On a la solution 4D additive qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais on a également trois autres solutions qui sont présentées ici. Donc on a un logiciel de conversion de données CAO et de simplification CAO. On a également un viewer universel qui va vous permettre de relire la plupart des formats CAO et faire des analyses de type comparaison, détection de collision, contrôle d'épaisseur. Et puis, on propose également une solution qui est dédiée aux éditeurs de logiciels, c'est-à-dire qu'on leur permet de pouvoir importer nos formats CAO dans leur technologie. Donc, on travaille avec des éditeurs qui sont dans l'AVR, la métrologie, la FAO, la simulation, des choses comme ça. Si vous avez des questions sur cette gamme de logiciels, il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour un peu plus tard. On pourra discuter de tout ça. Au sujet de l'impression 3D, donc là, il y a une vue d'ensemble du workflow lié à l'impression 3D. Donc, on débute effectivement avec un logiciel de CAO classique issu de Dassault, de Siemens ou d'autres éditeurs. Puis après, on va aller effectivement vers des logiciels de pré-traitement et enfin aller vers les imprimantes, notamment des imprimantes HP. On a une solution qui s'appelle 3D Pathfinder qui en fait permet d'identifier les pièces dans votre base de données et de les détecter, de détecter enfin les pièces qui sont potentiellement imprimables en 3D suivant de certaines caractéristiques. Donc c'est une solution automatique qui fait gagner énormément de temps dans le processus. Au niveau de 4D additive, effectivement, c'est une solution qui va vous permettre de faire du contrôle, de la réparation, du positionnement, de l'imbrication et de l'optimisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution se base essentiellement sur de la géométrie exacte, c'est-à-dire qu'on essaye de s'affranchir des formats tessellés, notamment du STL, puisque toute la suite logicielle va tenter de travailler la CAO avec ces formats surfaciques. Ensuite, bien sûr, on va aller quand même vers des formats STL pour aller vers les imprimantes. Mais l'objectif étant quand même de faire un processus continu sur la géométrie exacte. Donc le logiciel 4D additif va vous permettre effectivement l'import, les analyses, la modélisation, la génération des supports, le nesting et la création des textures où on vous présentera ça un petit peu après. Donc si on débute, on a effectivement des fonctions d'analyse sur la donnée CAO, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur la géométrie exacte, créer des surfaces automatiques pour fermer la pièce, pour avoir une qualité optimale. Donc, on va pouvoir à tout moment générer des surfaces en mode automatique ou manuel, combler des espaces entre les faces afin d'obtenir un solide fermé qui soit parfaitement exploitable ensuite pour l'impression 3D. On a aussi une analyse de surface qui va vous permettre là d'afficher la rugosité et la qualité de l'impression attendue. On a une orientation automatique qui se fait et à ce moment-là, on s'évite en fait l'effet escalier sur les zones de la pièce. À tout moment, on peut sélectionner la rotation suivant certains critères. On peut soit décider d'optimiser la qualité de la surface, soit essayer d'avoir un gain de production, ou bien aussi avoir une gestion du coût optimale. Tout ça se fait effectivement en mode automatique. On a aussi
une analyse des zones massives d'épaisseur. Donc là, on va pouvoir effectivement détecter les zones massives qui peuvent poser problème lors du processus d'impression. On va pouvoir aussi détecter les épaisseurs des parois qui peuvent être parfois trop petites pour certaines technologies. Et puis, on peut aussi voir aussi les jeux internes qui sont également à surveiller dans certains post-traitements. L'idée, c'est de voir si on doit retravailler la CAO afin de la corriger. On peut à tout moment mesurer les zones massives avec un point sélectionné sur la fenêtre interactive et détecter facilement les zones massives qui sont dans la pièce. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ces analyses, on peut effectivement donc modifier la pièce grâce à une solution de direct modeling. En fait, le logiciel se comporte un peu comme un logiciel de CAO avec la technologie du direct modeling. Donc à ce moment-là, on peut tout à fait modifier la pièce, supprimer des filets, créer des surfaces décalées, fusionner des faces, créer des congés. On peut absolument modifier la pièce comme on le souhaite. Après, on peut faire de l'évidage et du treillis. Donc, à ce moment-là, on peut sélectionner différents treillis. On a plus de 14 treillis différents qui sont possibles. On peut concevoir les treillis, revenir en arrière, les modifier. On peut aussi switcher entre le format natif, mais aussi switcher sur le format tessellé, modifier aussi le format tessellé. On a tout un panel de modifications qui sont possibles à réaliser. Le but étant d'alléger souvent la pièce. On peut avoir des réductions de pièces de plus de 50%. Et puis surtout, on peut faire de la lattice interne, mais aussi de la lattice externe. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc là, effectivement, on a une pièce qu'on a générée avec des lattices externes et des lattices internes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le logiciel 4D Additive, on met à peu près 10 minutes pour générer ce type de conception. Ensuite, on a le remplissage automatique. Donc là, c'est une technologie donc automatique qui va donc effectivement optimiser la densité, qui va surtout prévenir des collisions. Donc, on a des solutions de détection de collisions performantes qui sont éprouvées depuis plusieurs années, donc qui nous permettent effectivement de bien repérer tout ça. Le calcul est très rapide et on obtient la génération de rapports d'emballage détaillés à la fin de cette opération. Et enfin, on y vient à la création des textures. Donc, en fait, sur cette géométrie exacte, on va pouvoir appliquer des textures grâce effectivement au fait que ce soit du surfacique, les textures sont facilement applicables. On a plus de 5000 textures disponibles grâce à un partenariat qu'on a réalisé avec une société de Clermont-Ferrand qui s'appelle Algorithmic, mais qui a été récemment racheté par Adobe. Ce sont vraiment des spécialistes du design dans l'animation et aussi le jeu vidéo, donc grâce à la solution qui s'appelle Substance, que certains connaissent peut-être déjà. Donc grâce à cette technologie et à ce partenariat, on est capable de générer des textures qui sont optimales. Donc, je vais vous présenter rapidement une petite démonstration de l'application sur les textures, comme vous le voyez. Donc, on se retrouve tout d'abord avec la sélection d'un import de fichiers de type CATIA V5. On va d'abord sélectionner les surfaces. Donc là, on voit bien qu'on est sur de la surface et non pas des triangles. On va sélectionner des tangences. Là, on voit rapidement qu'il y a un petit gap qui bloque la tangence. Une fois qu'on a défini cela, on va définir une zone de texture. Le logiciel crée une modélisation de la texture avec un effet damier. Après, on est capable de contrôler les distorsions lorsqu'on va appliquer une image sur la pièce, comme on le voit là. Ensuite, on va ouvrir le management des textures. Donc là, on a tout un panel de textures qui sont déjà téléchargées, mais on peut en plus aller les télécharger sur le site de Substance où on a énormément d'autres textures disponibles. On peut bien sûr paramétrer les textures avec différents critères. Ensuite, on va manipuler la texture afin de générer une tessellation.
Voilà. On peut jouer aussi sur les bumps, les couleurs et les bumps à la fois, et puis on peut incrémenter suivant différents axes. Voilà, donc là, la texture est générée, donc on voit un aspect cuir, on va dire. On a aussi la possibilité de pouvoir intégrer des logos. Donc là, on sélectionne une zone pour intégrer un logo sous forme de texture également. Voilà, donc là, on intègre le logo 4D additive qui va être appliqué sous forme de texture. Et puis, on a également la possibilité, si on le désire, de pouvoir implémenter du texte. Donc là, on va par exemple mettre des numéros, ou par exemple implémenter une date de production, donc plein d'éléments. Donc là, on va par exemple incrémenter la pièce numéro 1. Hop, on la manipule. Et ensuite, on peut à tout moment aussi dupliquer ces pièces. Et du coup, elles seront implémentées avec des numéros différents. Donc voilà, nous nous retrouvons avec une quinzaine de pièces qui comportent chacune un numéro différent et donc qui vont permettre de pouvoir faire des séries adéquates. Voilà un petit peu la finalité des textures. Donc, on va pouvoir repasser sur le PowerPoint. Voilà, là on a les différentes. Voilà, donc une fois qu'on a réalisé ça, bien sûr, on va faire du hachurage et du tranchage, et puis bien sûr, on va aller exporter les données CAO avec les formats d'exportation vers la machine HP. Voilà, donc rapidement le logiciel, effectivement avec une norme d'ingénierie, la maîtrise du workflow, la position, l'imbrication des pièces, la conception des textures uniques, adaptées à toutes les technologies et là adaptées effectivement aux machines HP. Donc je vais passer la main à Denis qui maintenant va nous faire voir comment la pièce est réalisée dans les machines HP. On va juste lancer 2 petits sondages oui. entre les deux présentations. Si vous pouviez prendre quelques petites secondes pour y répondre, ce serait très gentil de votre part. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre au premier. Là, c'est pour savoir quel type de logiciel vous utilisez déjà à l'heure actuelle. Enfin, savoir déjà si vous êtes équipé ou non. Donc, on a listé les principales solutions du marché et listé aussi les technologies d'impression que vous exploitez. Donc, Je vais laisser encore quelques secondes pour celui-là et ensuite on va lancer le deuxième sondage sur les technologies. Je pense qu'on est bon pour celui-là. Merci pour le premier. Hop. Et voilà le deuxième. alors, je vais reprendre la présentation dans la continuité de Jérôme. Donc, maintenant qu'on a nos beaux fichiers texturés prêts à être imprimés, on va vous montrer un peu le workflow et ce qu'on a pu faire de notre côté. Donc, on les a mis en œuvre sur la gamme de machines HP. Donc, je vais vous en dire un peu plus pour ceux qui connaissent pas les technologies pour l'instant. Donc c'est vrai qu'avant tout, nous, l'approche qu'on essaye d'avoir sur la fabrication additive, c'est une approche un peu globale, parce qu'une imprimante 3D seule en tant que telle, ça peut être des fois limitant, dans le sens où on a besoin de logiciels qui vont nous permettre de préparer ou d'optimiser nos fichiers.
que ce soit en texturing ou optimisation topologique, ainsi que le post-process. Donc, ça peut être du dyeing, la tribofinition, donc différents moyens de finition qui vont permettre d'améliorer l'état de surface de vos pièces pour en faire une pièce fonctionnelle et qui va être commercialisable. Donc le champ d'intervention qu'on a chez Creos, on accompagne sur l'ensemble de ces éléments. Alors, notre métier premier, c'est de vendre des équipements. Par contre, sur l'intégration de ces équipements de fabrication additive, on accompagne les utilisateurs, que ce soit sur les études de marché, que ce soit sur l'optimisation topologique, la conception, des échantillage, des études de cadence. Parce que quand on est sur des machines de production, c'est aussi important de savoir combien ça a coûté et quel va être le post-traitement idéal que je vais utiliser pour mes pièces. La gamme de machines HP est décomposée de deux solutions différentes. La machine compacte, qui est une machine assez petite. On reste sur des machines de gamme industrielle, mais sur des machines qui va être designé pour faire du prototypage ou des petites séries. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à même de faire des pièces en couleur et c'est la seule machine du marché aujourd'hui qui vous permet de faire des pièces en couleur sur des thermoplastiques. On a d'autres solutions qui existent de concurrents, type 3D Systems ou Stratasys, mais on va être sur des résines, donc on n'aura pas la résistance adéquate sur le matériau. Là, on est sur un PA12, sur un polymère, donc on est sur une matière fonctionnelle. Ce qui est intéressant, c'est aussi le temps de production sur ce type d'équipement et qu'on va avoir une machine qui va être très automatisée, que ce soit pour sa gestion des poudres, l'alimentation et même le déchargement. Enfin, le déchargement, une fois qu'elle est finie d'imprimer, elle va venir faire vibrer, aspirer les pièces et on se retrouve, vous verrez, on a fait une petite vidéo à la fin, mais avec les pièces qui sont, il y a juste à les récupérer. Et sur ce genre de techno aussi, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de support. La gamme production, là, on va avoir des approches plus production série. Donc, on est à chaque fois sur des assemblages où on a l'imprimante sur la gauche avec sur la droite la station de post-traitement et on voit un espèce de chariot qui est la build unit. Ça va être notre unité de fabrication qui va alterner entre l'imprimante. Ah, on a perdu le son. Denis, excuse-moi, on ne t'entend plus. Alors là, c'est bon. C'est revenu. Ouais. Il y a une coupure? Oui, on ne t'entendait plus la fin de ta phrase, on n'a pas du tout entendu. D'accord. Bon. Là, j'ai une petite vidéo qui présente notre showroom. Donc, on est basé sur Lyon et on a l'ensemble des technologies à disposition, que ce soit pour faire des essais ou simplement pour voir les machines. Là, ce qu'on voit, c'est toute une gamme de pièces qui ont été sorties sur la gamme de machines production. Donc là, on voit l'imprimante. Donc, on voit que c'est quand même un gros bébé. Hein, ça pèse presque une tonne. Et la station de post-traitement à côté. Et à côté de la station de post-traitement, alors là, on voit l'ensemble. Et sur la droite de la station de post-traitement, on a les cartouches matière. Donc, c'est les cartouches de 300 litres, 130 kg de PA12. Donc, on est sur des volumes aussi conséquents. Et là, c'est la petite, la compacte. Donc, on voit qu'on est, pour le coup, on n'a qu'un seul aimant, qu'une seule machine. Et on est sur une solution beaucoup plus compacte et qui permet, par contre, de faire de la couleur. Donc, là, vous avez quelques exemples de pièces. Et c'est assez sympa en termes de prototypage, outillage ou même faire de la pièce sur mesure. Maintenant, on va passer sur une seconde vidéo. On a fait un petit montage pour vous montrer le workflow complet. Donc là, une de nos collègues, Caroline, qui faisait la préparation du job et qui a passé les fichiers designés par Jérôme sur le logiciel HP. Là, ensuite, une fois l'envoi procédé, les fichiers ont été envoyés sur la machine. On voit la production, donc on est en cours d'impression. Donc là, on voit, on était sur la tranche, donc c'est pour ça ça fait 4 lignes, parce qu'on a 4 pièces, donc on a réalisé de couleurs différentes. On va voir justement l'aperçu sur l'écran. Donc là, il nous montre justement où on en est. Donc là, on a fabriqué, on en a 4 mm sur 24. Et la dernière étape qui est le post-traitement,
Donc Floris qui vient faire le dépoudrage. Donc là, les pièces telles qu'elles sont, c'est comme elles sont à la sortie de la machine. Donc la machine a déjà dépoudré en partie. En fait, elle fait vibrer, elle aspire la poudre. Donc il nous reste les pièces avec un peu de poudre agglomérée dessus. Donc on vient les frotter alors à la main ou avec une brosse. Et après, ça nécessite de passer par un sablage pour venir les décaper. Et là, justement, c'est un exemple de pièce qu'on a pu produire. Et on a fait l'expérience sur la HP 580 parce que ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'on pouvait aussi mettre des textures. Enfin, des textures et aussi de la couleur. Donc ça nous permet d'avoir directement des pièces finies, qui sont déjà fonctionnelles. Voilà les exemples c'est les pièces qu'on a sorties issues de la production. Donc on voit que les couleurs sont un petit peu ternes. Alors c'est normal parce qu'on a travaillé avec la poudre, c'est toujours un petit peu comme ça. Par contre, il existe des post-traitements, que ce soit du polissage chimique ou autre, qui permettent d'améliorer l'état de surface et redonner de la brillance aux pièces. Ça, c'est d'autres exemples de pièces où là, on était parti sur des pièces brutes imprimées sur la 4200, 5200 et on a juste mis un coup de peinture. Donc là, j'ai des exemples sous la main et là, du coup, on peut avoir des peintures avec les râles qu'on souhaite. Et en plus, la peinture va aussi avoir un petit effet lissant sur notre surface. Donc, on voit qu'on peut personnaliser facilement sur des pièces produites et avec un post-traitement minime, faire une pièce qui peut être utilisée, que ce soit sur un élément de personnalisation, sur un produit final. Là, on vous a fait une simulation pour avoir une étude de coût. Là, il y a les deux simulations sur la 580 et la 5200. Donc déjà, on voit sur les deux machines qui ont des volumes de travail différents. Sur la 580, on a pu mettre 36 pièces dans le volume de travail. Sur la 5200, 4200, alors c'est le même volume, on a mis 84 pièces. Au final, ça nous permet de ressortir, je vous ai relisté un comparatif sur les deux technos. Donc sur la 580, l'avantage, c'est qu'on va avoir une machine petite, compacte, facile à intégrer. Par contre, elle peut gérer la couleur, donc ça, c'est un avantage pas des moindres. Pour imprimer 36 pièces, on a mis 14 heures et le coût par pièce est de 19,50 €. Sur la 5210, on est sur une solution plus industrielle, donc on pourra produire en continu. Sur une seule prod, on a pu sortir 84 pièces, donc on voit qu'on a quand même une capacité de production nettement plus importante. Et elle va permettre aussi d'utiliser des contenants, des consommables. On a vu les grosses cartouches de 300 litres qui permettent d'avoir des coûts plus réduits. Donc, on a un coût pièce qui est 2 fois inférieur. On va tomber en dessous de 9 € pour le coût de production d'une pièce personnalisée. Voilà pour la présentation. Ça vous a permis on a voulu faire un webinaire assez rapide pour vous montrer un peu tout le workflow. Après, on est à votre disposition si vous avez des questions particulières sur la présentation qu'on a pu vous faire. N'hésitez pas à intervenir sur le fil de discussion. On y répondra. On a eu une ou deux questions. D'abord, sur la liste des questions, on a eu quels sont les formats de fichiers quand tu parlais de fichiers tout à l'heure, Denis. D'accord. Alors sur les formats de fichiers, on va utiliser le standard de l'impression 3D qui est du format STL. C'est un format assez générique qu'on peut exporter depuis tout logiciel de conception et qui va permettre de fabriquer des pièces par la suite. Là, une autre question. Quel type de peinture est utilisé en post-traitement? Alors, les types de peinture, nous, on a fait des essais en interne et on a pris des peintures assez basiques, hein, des peintures de type carrosserie ou autre. On a fait ça à la bombe chez nous. Après, il y a peut-être des peintures un peu plus adéquates, mais avec des peintures basiques, ça marche déjà très bien. Encore une autre question. Anticipez-vous le gauchissement éventuel des pièces produites? Pas forcément. Après, on a pu voir que sur le logiciel 4 d'additive, il y a des fonctionnalités qui nous permettent de voir les masses sur les masses des pièces. Après, le placement dans l'imprimante aura aussi son importance.
mais le logiciel ne va pas simuler. Enfin, Amy, tu me confirmeras, Jérôme. Alors, Mais on peut exclure certaines zones où, par exemple, on aurait pu avoir sur le plateau certains problèmes. On peut exclure des zones du plateau pour éviter des endroits où on aurait pu avoir quelques échecs. Voilà ce qu'on peut préconiser sur le logiciel. Une autre question, peut-on appliquer les textures directement sur un fichier STL? Alors, oui, on peut. Après, ce sera plus simple de le faire sur un fichier natif et plus rapide, puisque de toute manière, l'idée, c'est quand même, dans le logiciel 4D additif, d'importer directement le fichier natif du 4part, du PRT ou des choses comme ça pour déjà s'affranchir de la taille du STL, parce qu'on sait qu'en amont, si on veut des détails sur le STL, on aura des fichiers qui seront extrêmement volumineux et donc du coup difficiles à échanger. Le but, c'est quand même de rester à la base sur le natif. C'est vraiment la préconisation et la philosophie de Core Technologies pour effectivement après appliquer les textures. Après, une fois qu'on ira vers l'imprimante, là on passera sur le mode STL et encore peut-être qu'un jour on pourra directement intégrer les natifs dans les imprimantes. Là, Core Technologies sera prêt pour ça. J'ai d'autres questions. Est-il possible d'imprimer avec d'autres matières que le PA12? Oui, alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions liées aux matières. Alors je vais regrouper sur les différents sujets. Alors sur la 580, la machine compacte en couleur, on peut imprimer qu'en PA12. Le taux de recyclage sur ces matières colorées est de 20%, c'est-à-dire qu'en imprime, on va être obligé de remettre 20% de poudre neuve et on pourra utiliser 80% de poudre usagée. La machine compacte étant plus une optique prototypage, n'a pas forcément le même champ de matériaux que la gamme production. Sur la gamme production, on a d'autres matériaux. Donc les autres matériaux qu'on aura, ça va être du PA11 développé par Arkema à l'huile de ricin, donc qui est biosourcé. On va avoir aussi du PP, donc du polypropylène, du TPU, du TPA, ainsi qu'un PA12 chargé billes de verre, donc qui permet d'améliorer la résistance mécanique. Donc, ce qui permet d'avoir déjà une gamme de matériaux répondant à pas mal d'applications différentes. Le TPU, TPA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur des bases un peu type élastomère. Donc, on est sur des matériaux souples. Je vois, alors toujours sur les matériaux, matériaux qualifiés aéronautiques, feu fumé, non. Il n'y en a pas chez HP. On en a sur d'autres technos. On a une matière FST, mais plus sur des bases résine. Donc, si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à nous recontacter à côté. Mais sur HP, il n'y a pas pour l'instant de matériaux FST. Ça arrivera sûrement dans l'avenir. Mais là, bon, la filière aéronautique n'étant pas forcément sur le haut de la vague, ça va peut-être être décalé en termes de Alors, il y a développement. aussi une question. Sur Ouais. les tarifs du logiciel 4D additive, on a donc une gamme qui commence à 5 000 € et on a aussi également une offre de location qui est de 299 € par mois sur une durée d'1 an pour pouvoir s'approprier le logiciel pendant cette période. Mais si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pourrez nous prendre contact avec nous. Alors j'ai vu que sur les dernières images, il y a une petite erreur sur le téléphone de Core Technologies, mais en tapant sur le site internet, vous retrouverez nos coordonnées. Ah oui, oui, oui. Petite excuse, ouais, c'est notre numéro de téléphone. Donc, C'est pas grave. Au pire, donc vous nous ouais, transférerez. voilà, ouais, ouais. Mais n'hésitez pas après s'il y a plus de questions annexes à côté, on pourra vous y répondre. Je vois qu'il y a encore une Je crois qu'il y question. avait une question sur le recyclage aussi, Denis. Je ne sais pas si tu avais Ouais, déjà répondu. ouais, sur le recyclage, j'avais répondu, donc on était à D'accord. 20% sur les matières colorées, et sur certaines matières, on peut descendre jusqu'à 15, donc 15% de matière neuve. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur la précision. Euh,
en général, sur des machines de ce type, donc on a des phénomènes thermiques importants, donc on va donner des précisions de l'ordre de 2 dixièmes. Après, quand on arrive sur des petites pièces, on arrive à descendre en dessous, on peut s'approcher du dixième, hein, même les obtenir. Et après, plus on ira effectivement sur des pièces de grande taille, si on est sur 20-30 cm, là, effectivement, notre variation, on aura peut-être un degré de tolérance un peu plus large, du coup. J'ai rajouté le téléphone de Core Technologies, comme ça Oui, c'est corrigé merci si vous Mathilde. l'avez. Super. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui. Alors, je vois qu'il y a encore une question. Est-ce que la chambre est inertée? Non, la chambre n'est pas inertée. C'est une des particularités d'HP. Parce qu'effectivement, sur des technologies SLS, c'est nécessaire d'inerter la chambre, c'est-à-dire de mettre sous gaz et d'avoir une centrale de génération de gaz, donc qui peut être coûteux. Et là, l'intérêt sur HP, on n'a pas besoin de ça. Donc sur les machines, c'est juste un raccordement électrique. Donc en termes de mise en œuvre, c'est aussi plus simple. Et sur la grosse, on a besoin aussi d'air comprimé pour la station de post-traitement. Mais il n'y a pas d'inertage dans la chambre. Merci à tous. S'il y a d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois qu'il y a encore une question sur le niveau d'investissement sur les équipements HP. Donc oui, je peux vous donner des ordres d'idées. Donc sur les gammes compactes, on démarre à 75 000 €. On a même une solution proposée par HP en 3D as a service, donc en location, où la machine est mise à disposition pour un coût de démarrage à 5 000 €. Et en fait, on va juste payer à l'utilisation ensuite tous les mois. C'est une formule qui est extrêmement intéressante parce qu'il permet de démarrer avec un coût d'impact financier très faible. Et sur les gammes production, on est quand même sur des niveaux d'investissement plus importants qui sont au-dessus de 100 000 €. Donc après, les tarifs dépendront des configurations et des versions, mais ça vous permet déjà d'avoir un ordre d'idée. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Merci à Tour pour votre présence. Le webinaire sera repartagé à tout le monde pour ceux qui souhaitent le revoir en replay ou le partager à des collègues. Et si vous avez toute question, n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit moi-même ou Jérôme ou l'équipe de Core Technologies. Oui. Eh bien, merci à tous aussi. Merci. 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 Au revoir à tous. Au revoir.